pays qui bordent la Méditerranée et la mer Noire. Et le secrétariat donc, pour lequel je travaille, là où tout se passe, est basé et hébergé par la principauté de Monaco, depuis qu'il a été créé. Donc comme je vous ai dit, c'est un outil pour essayer de protéger la faune marine, plus particulièrement les mammifères marins, enfin les cétacés pour être exact, vraiment au niveau de la Méditerranée, toute la Méditerranée et la mer Noire. Il y a une petite partie de l'Atlantique qui rentre aussi dans la zone de l'accord. L'accord a fêté son 20e anniversaire l'année dernière, donc ça a été l'occasion pour nous de faire un peu un bilan de ce qu'on avait pu accomplir depuis ces 20 dernières années. Et l'objectif principal, bien évidemment, de ce genre d'accord, comme n'importe quel autre, c'est d'essayer de réduire les menaces qui pèsent sur l'environnement. Voilà, parce que nous, on est vraiment là-dessus. Donc ça, c'est la zone géographique de l'accord. Donc tous les pays qui sont en violet, ce sont les pays qui ont adhéré à la COBAMS. Donc il nous manque la Turquie. Il nous manque la Turquie, c'est en cours de négociation. On espère que ça devrait arriver bientôt. Et vous allez me poser la question, peut-être la Russie. La Russie refuse catégoriquement de faire affaire avec nous, on va dire. Voilà. Qui vivent en permanence, ce pas des espèces migratrices. Elles sont tout le temps là. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces espèces subissent des pressions, donc il y a plein de petits soucis pour lesquels nous œuvrons. Donc nos objectifs, à la base, c'est d'essayer que chaque pays, chaque gouvernement puisse mettre en place un plan de conservation détaillé qui inclut aussi bien, comme vous voyez, des mesures juridiques, la gestion des activités humaines par rapport à la mer, protéger les habitats et tout ce qui s'ensuit. Également, une chose qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir diffuser l'information et ce qu'on appelle le renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'un pays comme la France, comme Monaco, comme l'Italie, comme l'Espagne ont certains niveaux, certains outils, certains moyens que d'autres pays n'ont pas, malheureusement, souvent pour des raisons financières. Donc un de nos buts est aussi d'apporter les connaissances dans ces pays qui en ont besoin et qui sont demandeurs, pour les aider à mieux atteindre leurs objectifs. Donc, nous sommes gouvernementales, ce qui veut dire que c'est l'opposé d'une ONG. On ne peut pas aller dehors, crier « Youhou, allez pas tuer les baleines et les dauphins, c'est pas bien ». Voilà. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on travaille avec un large nombre de partenaires qui, eux, sont tous des ONG. Ces ONG, ce sont des scientifiques, donc ils font le travail de recherche également. Sans eux, on n'arriverait pas à faire grand-chose, pour être tout à fait honnête. C'est eux qui font tout le travail sur le terrain. Nous, on est vraiment confrontés à la politique et à la bureaucratie. Et notre rôle est d'essayer de faire passer le message des scientifiques aux politiques, de façon à ce qu'ils puissent mettre en place des lois pour protéger l'environnement marin. Pour vous donner une idée des thèmes dont nous nous occupons au jour le jour, et depuis maintenant 20 ans que la COBAMS a été créée, il y a les interactions avec les navires, les bateaux. C'est un problème récurrent, très important, qui devient de plus en plus important, parce que comme vous êtes tous bien au courant, quand vous regardez au loin sur la mer, le nombre de bateaux augmente chaque année, et voilà, ça devient vraiment un problème. Il y a l'interaction avec la pêche aussi qui est un problème, mais ça c'est plus focalisé dans certains pays, sur certaines régions de la Méditerranée. Il y a l'impact du bruit, tout ce qui est prospection sismique, les plateformes pétrolières, tout ça, ça génère du bruit. Ce bruit cause des soucis aux populations de cétacés parce que ça... Il a essayé à l'âge de 30 ans avec sa première femme d'avoir un enfant. Il n'a pas réussi. 10 ans après, il s'est retrouvé face à un divorce parce que c'est compliqué quand on veut un enfant de ne pas avoir d'enfant.
Puis il s'est remarié à 52 ans avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et puis là, la vie à nouveau un peu sourire parce qu'il a eu une petite fille magnifique, petite brune, magnifique. Et à 60 ans, très proche de la retraite, après quasiment 30 ans de SMUR à Marseille. Alors pour ceux qui connaissent Marseille et qui connaissent le SMUR, les services des urgences, c'est juste l'horreur, quoi. C'est 30 ans de... Je ramasse des jambes sur l'autoroute, je vais dans des toilettes de boîtes de nuit sur des drogués. Enfin, c'est... il a vécu des choses très difficiles dans son métier de médecin et d'urgentiste. D'ailleurs, quand il en parle, c'est émouvant quand on échange avec lui sur le sujet. Puis quasiment proche de la retraite, à 60 ans, il y a un appel SMUR, banal, c'est sa vie quotidienne. On lui demande d'arriver très vite dans un collège à Marseille, que moi je connais bien. Et en arrivant dans la cour d'école, il y a une petite fille de 8 ans allongée par terre qui vient de faire une crise cardiaque. Il perd 80% de ses moyens à ce moment-là. Il a toute son enfance qui lui saute à la figure, et la petite fille ressemble comme deux gouttes d'eau à la fille qu'il a à 2 ans près. C'est quasiment la même petite fille. Il se trouve que la petite fille décède, c'est pas parce qu'il a perdu 80% de ses moyens, il s'avère que la petite fille, malheureusement, l'arrêt cardiaque était trop fatal pour qu'il puisse s'en sortir. J'en parle encore avec émotion, parce que quand Michel raconte son histoire, je peux vous dire qu'elle est prenante, elle est réelle, et c'est ça qui a donné naissance au projet dont je vais vous parler. C'est la genèse de ce projet-là. Ce projet-là, c'est être capable à un moment donné de dire et d'apporter aux meilleurs professionnels, que ce soit dans les techniques d'urgence, que ce soit dans la gestion des conflits, que ce soit dans la créativité, de mettre l'émotion, le sujet de l'émotion, au cœur de la formation. On rencontre des tas de professionnels de la Croix-Rouge, de services d'attentat, de services d'urgence, qui passent parfois, quand je discute avec Michel, qui passent parfois complètement à côté de leur émotion, ou comment leur émotion peut intervenir dans leurs meilleurs gestes, dans leurs capacités techniques, dans tout ce qu'ils ont pu apprendre. Personne, à aucun moment, comme Michel a perdu, a eu ces différentes complications dans sa vie, à aucun moment dans les différents gestes techniques qu'on lui a appris en tant que médecin, en tant que... On lui a appris à gérer ses émotions, son stress, gérer les situations. Mais on ne lui a pas forcément clairement appris à savoir réagir, à comprendre ce qui pouvait se passer. Si d'un seul coup une émotion dans laquelle il y avait un ancrage personnel pouvait se produire au moment crucial d'un geste bien précis, technique, qui pouvait sauver la vie de quelqu'un, qui pouvait apporter quelque chose à quelqu'un. Donc Climax, en fait, c'est trois fondamentaux. Ce qu'on essaye de poser, c'est 3 points essentiels. C'est toute la technique autour des vidéos et de la réalité virtuelle. Toute la connaissance du monde de la santé en allant assez loin en psychologie, dans le traitement des émotions, dans cette logique, en fait, toutes ces mécaniques intérieures qui vous font ressentir des émotions. Et toutes les techniques de scénariste, d'art de la dramaturgie, du cinéma. Ma croyance, et je suis de moins en moins seul parce que je suis passé pour un fou pendant longtemps, ma croyance, c'est que le moment où il est venu, grâce aux technologies, grâce à la connaissance dans le domaine de la santé, grâce à tout ce qu'on sait faire au niveau scénaristique, le moment où il est venu d'arriver en quelques secondes à n'importe quel professionnel de santé, de lui faire un choc émotionnel. Que Michel ait un jour vécu, que ce soit sa petite fille qui soit allongée par terre, qui fasse une crise cardiaque, et qui ne soit pas en perte de chance à ce moment-là. Le moment où il est venu, grâce à l'aboutissement d'un certain nombre de choses dans ces différentes sphères, le moment où il est venu de proposer et d'avoir une proposition de valeur forte dans le domaine. Ce qu'on veut essayer de faire, et on n'en est qu'au tout début, c'est de créer un choc émotionnel grâce à la réalité virtuelle en mettant en immersion de façon totale et complète des professionnels. Donc je suis médecin et je dois, dans mon cursus, petit à petit apprendre à faire un massage cardiaque. Je vais avoir une multitude de formations, je vais avoir des mannequins de mieux en mieux faits, je vais avoir de la réalité virtuelle à augmenter avec des bonhommes qui vont s'agiter. C'est pas de ça dont je parle. Ce dont moi je parle, c'est un film réel
qui a été fait, et pendant 2 minutes, vous vivez réellement la situation. La personne, Bruno Girard ici présent, fait une crise cardiaque et va être réanimé par Martine, et vous vivez ça comme si la situation était... Enfin, peut-être qu'il ne la réanimera pas, je ne connais pas leur lien. Ça, on aimerait le faire avec une technique 360 degrés et des lunettes de réalité virtuelle. On veut que ce soit simple, parce qu'il faut que ce soit le plus simple, le plus diffusable possible, qu'on puisse former le plus grand nombre de personnes. Et on ne veut pas réinventer toute la formation. Je ne souhaite pas du tout complètement métamorphoser, complètement changer le paysage, les pédagogies, les formations en place. Je n'ai pas de jugement dessus, plutôt des a priori que positifs. Je veux juste venir insérer un petit module intelligent qui permet aux gens de parler émotions et de leur refaire sentir des émotions sur des sujets qui sont clés pour eux, qui peuvent les mettre en perte de chance à un moment ou à un autre. Ce à quoi on aimerait tendre, c'est un module qui va osciller autour d'1 heure, voire un peu moins d'1 heure. Il y a une phase amont de préparation à la séance d'immersion, c'est-à-dire que mettre quelqu'un dans une condition pour qu'il ait un choc émotionnel, on est assez proche des techniques d'hypnose, c'est-à-dire qu'on va conditionner un peu la personne, on va la préparer, on va la rendre éligible à recevoir ce choc émotionnel, on va vérifier qu'elle peut recevoir ce choc émotionnel, et donc on va créer un environnement qui va permettre de rentrer dans l'immersion. Donc là, l'immersion, c'est quoi? C'est le casque, c'est une vidéo qui peut durer 20 secondes comme elle peut durer 5 minutes en fonction des moyens et de ce que l'on peut faire, où la personne va être complètement isolée et là, pour le coup, dans une immersivité la plus totale possible. Et ensuite, en aval, on est plutôt dans les techniques de psychologue, de PNL, d'analyse transactionnelle. On va essayer d'ancrer l'émotion vécue, on va essayer d'attacher l'émotion ressentie à une histoire personnelle, à un vécu personnel, pour que le moment venu, on soit le moins en perte de chance possible quand la vraie situation va arriver. Alors, comment on essaye de... Donc là, ce que je vous parle d'une start-up qui est portée en fait par des institutions et par des sociétés. Je suis le porteur du projet avec Margot. Donc Margot, elle est pas là ce soir parce que c'est une étudiante comme vous qui finit son IAE, un IAE, je ne saurais même pas dire trop lequel, mais elle ne pouvait pas être là. Voilà, Grenoble. On est en train de travailler avec Muriel Barachon du BA06 parce que ça serait bien qu'on lève un peu de sous, quoi. Donc il faut qu'on ait des investisseurs qui regardent attentivement ce qu'on est en train de faire. Muriel est hypnothérapeute, elle a été DAB d'une très grosse boîte sur Sofia, donc elle cumule une multitude de savoir-faire qui peut nous aider. Voilà, je vous ai mis les photos que j'ai trouvées, sur lesquelles vous êtes très beaux. Et on a le réseau. Alors le réseau AMA, c'est un des leaders du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées en France. Eux nous ont déjà passé quasiment une commande. Entre-temps, j'ai quasiment signé une commande. Ils voudraient utiliser, ils ont un module de formation de 70 heures pour former leurs auxiliaires de vie sur Alzheimer. Dans ce module de 70 heures, il y a 1 heure qui concerne la nutrition. Et dans cette heure-là, il y a un quart d'heure, 20 minutes qui concerne les fausses routes. Et là, quand ils me montrent ce qu'ils sont prévus sur les fausses routes, je dis, ouais, c'est bien, il y a bien les gestes techniques, mais la première fois que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, la première fois que quelqu'un fait une fausse route en face de vous, la première fois que ça vous arrive, vous avez beau connaître les gestes, les machins, les trucs, tu paniques. Tu paniques, et généralement tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on t'a bien expliqué que tant que la personne respire, il ne faut pas essayer de la secouer, sauf que tu paniques et d'un seul coup tu te mets à la secouer. Donc de chance, elle respirait un peu, donc il suffit juste de rien faire, d'appeler les secours. Comme tu as secoué, là, elle s'est vraiment coincée. Comme ça c'est coincé, toi tu es déjà à l'étape d'après, tu commences à taper dans le dos. C'est pas une bonne idée parce que ça fait descendre un peu plus. Et une fois que la personne ne bouge plus et qu'elle est comme ça, tu crois que c'est presque fait. Et entre-temps, tu n'as pas appelé les secours parce que tu n'as pas paniqué, tu n'as pas fait les gestes essentiels. Donc les apports
J'ai eu la chance de rencontrer vos maîtres de stage ou vos patrons. Je pars de rien, hein, là je suis en train de tout ça est vraiment à construire en termes de veille technologique, de scénarisation, de travail sur l'émotion, comment on va créer l'ancrage et réalisation d'un prototype. Je me suis engagé avant-hier à livrer un prototype fin janvier aux membres du réseau AMA. BA06, je les ai présentés, vous les connaissez un peu. C'est ce dont je vous parlais sur la fausse route. En fait, j'ai parlé de ce slide-là en avance. Nous, ce sur quoi on s'engage, c'est de donner un peu de moyens à vous étudiants, et d'être présents. Voilà, entre Margot et moi, en gros, on sera présents. Comme tout porteur de projet un peu innovant, il faut qu'on soit là avec vous, ou peut-être une fois par semaine, on verra avec les gens de l'université le temps qu'il faut qu'on passe pour